Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la suite de la vidéo de la semaine dernière sur les éditeurs d'imaginaire indépendants. En fait, quand j'ai fait la sélection là, je me suis dit il faudrait au moins que je fasse 1 à 2 vidéos en plus pour vous présenter un peu le nombre d'éditeurs indépendants que j'ai dans ma bibliothèque. Je vais en faire 2 parties ce mois-ci. Je pense continuer à vous présenter d'autres éditeurs le mois prochain ou en décembre, voilà, pour les fêtes de fin d'année, potentiellement pour vous donner des idées. Cette vidéo, elle s'inscrit dans le mois de l'imaginaire, qui est là pour mettre en avant, on va dire, la culture et la littérature de l'imaginaire. J'ai décidé de le rendre un petit peu plus engagé cette année, selon mes convictions, c'est-à-dire la défense du milieu éditorial français indépendant. Et aujourd'hui, je vais vous présenter des éditeurs qui sont très connus pour certains qui sont assez nouveaux et qui fonctionnent très bien, d'autres un petit peu plus secrets, et c'est vrai que les toutes petites maisons d'édition ou d'autres maisons d'édition que j'ai pas pu caler là, on les mettra au mois de novembre. Ne vous affolez pas et on va commencer tout de suite. J'ai triché, mais voilà, n'oubliez pas les 3 normes si vous êtes de passage. Pour le coup, on est une maison d'édition 100% fabrication française, non distribuée sur Amazon, donc assez engagée, indépendante, qui propose autant des ouvrages d'imaginaire pour les adultes que des albums illustrés pour tout âge, pour les petits, pour les grands. Donc là, c'est notre dernière parution de La forêt aux fleurs d'or, et en février 2024 vous aurez la suite de La gardienne du chardon. Je vous donnerai le nom très prochainement, mais on n'est pas là pour parler des 3 Nornes, on est là pour parler d'autres éditeurs. Le premier qui me tombe sous la main, c'est un éditeur qui est présent depuis longtemps sur le marché éditorial, qui a en plus mis en avant une autrice très connue. C'est aussi grâce à ça qu'ils sont dans le paysage littéraire depuis quelques années. Je vous présente le Chat Noir. Donc Chat Noir, maison d'édition emblématique. Notamment, c'est la maison d'édition qui a découvert Georgia Caldera, donc qui a publié Les Larmes Rouges, qui a été un succès éditorial phénoménal pour l'imaginaire, qui est une histoire de vampire. Et Georgia est une autrice que j'apprécie autant sur le plan d'écriture quand elle écrit de l'imaginaire, que en tant que personne, parce que c'est une personne très sympathique. Et c'est vrai que le Chat Noir était plutôt, dans ce que j'ai lu, toujours un peu orienté sur du fantastique, fantasy, beaucoup de fantastique quand même, et surtout il y a toujours un peu de romance qui se cache derrière. J'en ai pas lu beaucoup, j'ai lu 3 séries 2, et je dois dire que c'est amélioré sur le travail éditorial des couvertures. Les récentes parutions qui sont sorties sont très très chouettes, avec une refonte du logo et ce genre de choses. On était avec une youtubeuse que j'apprécie beaucoup, très satisfaite de ce changement éditorial, donc s'il se passe par là, c'est bien joué, c'est bien joué. Et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter Le souffle de Midas, qui est écrit par Alison Germain, qui était une booktubeuse. Je ne sais pas si Lily continue à faire des vidéos, ça fait partie des booktubeuses que je regardais quand j'avais 15 ans. Ça nous vieillit un peu tous, mine de rien. Et c'est un contenu que j'aimais beaucoup, parce que Lily, c'est grâce à elle que j'ai découvert les chroniques de Makela Lane ou ce genre d'autrice. Et dans Le souffle de Midas, on est sur du fantastique, c'est une trilogie, donc voilà, qui prend place dans notre monde, où une jeune fille qui s'appelle, je ne sais plus comment ton petit nom, le mec s'appelait Angus, ça je me souviens. On suit une jeune femme qui va se retrouver confrontée à une autre qui va lui toucher le bras. Et cette femme en particulier a un don. Elle a le don de Midas, le souffle de Midas. C'est-à-dire qu'elle va transmettre c'est Louise son prénom, c'est ça, ses dons à Louise, qui va se retrouver mêlée à des complots, à une chasse à l'homme qu'elle s'y attendait pas, voilà, et elle va être sauvée par le bon grand Angus, qu'on aime beaucoup, qui était à la recherche de la nana qui a fui. Et donc on est parti à la découverte d'un monde assez antique, avec pas mal de réinterprétations. On va retrouver par exemple un personnage de la Pity dans le texte que j'ai adoré. Et donc Louise, au fur et à mesure de ses aventures, va découvrir cette espèce de monde parallèle où des gens seraient doués avec certains, et où il y a des dieux et ce genre de choses. Et Freya est en train de sauter sur la porte, donc nous allons ouvrir la porte. C'est une sorte d'urban fantasy en fait, et moi j'aime beaucoup ce genre. Et au-delà de ça, il y a de la romance, comme dans tous les récits d'urban fantasy. Mais moi j'aimais bien le personnage d'Angus, voilà, c'est son côté écossais. Je pense que ça a parlé à mon petit cœur. Mais c'était pas non plus surreprésenté dans le texte, on était surtout sur l'aventure de Louise
à la découverte de ses nouveaux pouvoirs, plongé dans des complots qui se complexifient au niveau des tomes, avec un tome 3 où il y a des choses un peu horribles qui se passent et une conclusion finale qui était plutôt sympathique. C'est un livre que j'ai bien aimé dans le sens que ça met en avant la Grèce, l'Antiquité, ça reprend des personnages et on voit qu'il y a du travail là-dessus, et en même temps ça te les réinterprète de façon à ce que ça soit pas trop facile non plus. Le personnage de Louise, même s'il était un peu niais au début du texte, va vraiment se prendre en main. J'avais plutôt un intérêt aussi pour les personnages secondaires qui étaient très chouettes, notamment tout ce qui tournait autour du Pythie, Apollon et ce genre de choses, moi ça m'avait convaincu. Voilà, c'est le cercle du soleil aujourd'hui. Bienvenue Freya dans le cercle de feu. Mais voilà, ça a été plutôt une bonne lecture, et il y a tellement peu de choses qui sortent sur le sujet, c'est très original, c'est très frais, et ça change du vampire et du loup-garou qui fait gros gros. Là, on est sur de la mythologie gréco-romaine, et personnellement, moi, ça me touche. Et puis bon, le Chat Noir, c'est quand même une maison d'édition emblématique qui est là depuis des années, qui est toujours une petite structure, mais c'est ce qui fait aussi que elle publie des textes qu'on voit pas forcément partout, hein. Le dernier que je vous ai présenté, c'est de la fantasy coréenne, ce qui est pas le plus commun en soi. C'est quand même eux aussi qui ont découvert Apostasie, donc vraiment, il y a des très 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 bons textes, des très bons auteurs, et je vous laisse découvrir un petit peu plus leur catalogue, mais sachez que vous aurez du choix, il n'y a pas que de l'imaginaire dans mon sens, parce que le Chat Noir, il y avait autant du vampirique que du contemporain, que de l'urban fantasy, que de la fantasy historique. C'est un petit peu plus large que ça. Ensuite, maison d'édition associative, cette fois-ci, très sympa. Les gens en plus qui gèrent ça sont très cool, parce que on se voit en salon et ça fait partie des gens qui sont toujours sympathiques. C'est Magic Mirror, donc je vous présente le seul que j'ai, donc je peux présenter que celui-ci, de Nina Gorlier, donc Le Reflet Brisé, qui est une réinterprétation du mythe de Phèdre et de Blanche-Neige, où on va suivre une jeune femme qui va être cherchée en fait à la porte de son couvent pour épouser un roi qui pourrait avoir l'âge de son père, et ce dernier la dédaigne totalement parce que déjà elle est défigurée, ça lui plaît pas malheureusement, et surtout il aimait sa femme, même si ça l'empêche pas d'aller courir la donzelle à côté. Et le problème pour notre personnage principal, qui vit quand même un peu mal parce que c'est quand même ouf de se faire rejeter, mais de se faire rejeter par un daron qui est pas très sympathique, c'est encore plus blessant pour l'ego. C'est surtout qu'elle est tombée amoureuse de son beau-fils. D'où la réécriture de Phèdre. Et c'était très sympa parce que y a plusieurs bouleversements dans le texte. Magic Mirror est spécialisé dans tout ce qui est réécriture de contes. Voilà, c'est leur axe. C'était les premiers un peu à faire ça. Et il y a beaucoup de contes. Alors pour tous les âges, vous allez autant avoir des réécritures un petit peu SF, que de la réécriture plus traditionnelle, que des choses qui autant sont plus pour les enfants, autant on m'avait dit par exemple tout ce qui était autour de Barbe Bleue, clairement pour les adultes. Donc voilà, c'est un prisme assez large quand on aime les réécritures de contes. Moi personnellement j'aime bien ça, et j'aime encore mieux quand c'est bien fait, et moi je trouve que là le texte fonctionne bien là-dessus, même s'il a ses petits défauts comme tous les ouvrages que je vous présente, et je vous laisse vous reporter à chaque fois aux depth lecture qui seront beaucoup plus complets. Mais je trouve que pour une maison associative, Magic Mirror a des jolies couvertures. Celui-ci est imprimé en France, donc on salue parce que c'est important. Et c'est vrai que ça permet de découvrir des contes plus ou moins connus. Voilà, vraiment, il y a des choses, bon, la Blanche-Neige, j'ai pas besoin, mais t'as des contes qu'on m'avait proposés qui sont vraiment plus quand tu fais de la littérature à la fac ou ce genre de choses où tu les étudies. Et ça, c'est rafraîchissant. Faut que je me prenne un autre texte de la prochaine fois que je les vois en salon. Donc c'est aussi important de soutenir les maisons d'édition associatives, il n'y en a pas tellement que ça. Voilà, c'est des gens qui ont des métiers à côté et ce genre de choses, donc c'est d'autant plus impressionnant. Et qu'il faut juger aussi la qualité de les lectures en fonction de ça. Tu peux pas demander la même chose d'une maison d'édition associative que d'un groupe comme Brajlon, tu vois. Ensuite, je vous présente L'Ivresse. Alors L'Ivresse, c'est une maison d'édition belge, s'il n'y en a pas beaucoup, que j'ai rencontré aussi en salon, dont j'ai tenté les ouvrages, et dont l'éditrice en plus est super sympathique avec moi depuis que je la connais, qui est toujours de bons conseils. L'Ivresse, ils vont autant proposer soit de la jeunesse avec des albums illustrés, ils ont aussi un album avec un squelette, et ils ont aussi de la littérature. C'est surtout de l'imaginaire, mais ils ont un catalogue assez diversifié. Ici, c'est le premier recueil d'un appel à texte autour de cow-boy, plutôt du western horrifique. Et déjà ça devrait vous hyper parce qu'il n'y en a pas beaucoup et que c'était vraiment très chouette. Il y en a un autre, il faut que je lise, je crois que c'est Crépuscule, là c'est Aube.
Donc ici, on va voir plusieurs nouvelles d'auteurs différents. Donc Jean-Pierre Favard a écrit notamment la première de celui-ci, qui est une réécriture très sanglante de La Petite Maison dans la Prairie, dont j'ai reconnu que c'était La Petite Maison dans la Prairie vers la fin, où je me suis dit, essaye de te souvenir quand t'avais 4 ans et que ça passait à la télé. Voilà. Mais c'est de western, donc on s'appelle autant du western, vraiment les saloons et tout ça, vraiment l'image qu'on a un peu cliché du western, que des choses qui sont un peu à la Westworld, donc avec des parts qu'à thème western. Et à chaque fois, c'est de l'horrifique. Ça peut être très sanglant, ça peut être psychologique. Il y en a un, par exemple, où c'est un peu une créature qui vient agresser et c'est un peu fantomatique et tout ça. Et t'en as, par exemple, c'est une malédiction et le mec devient une créature horrible, ou il y a des créatures horribles qui arrivent, ou ça peut être très lié au corps avec des morts vivants, ou ce genre de choses. Et c'est ce qui fait la richesse, parce que c'est des univers à chaque fois assez différents. Et pour le coup, quand c'est de l'horreur, c'est de l'horreur. C'est-à-dire que là, ça découpe. Alors là, il n'y a pas de... C'est pas du genre, oula, il s'est blessé à la tête. Non, c'est là, on l'a amputé d'une jambe, quoi. Il en a plus, quoi. Oui, et puis il y a un bout de cervelle qui dépasse, tu vois. Donc c'est ça qui est chouette. Moi, j'ai bien aimé, voilà, ça. Alors bien sûr, il y a des nouvelles qui m'ont convaincu, bien sûr, que d'autres ne l'ont pas fait. Mais dans la globalité, est assez chouette. Et pour le coup, je trouvais assez sympa le petit côté. Il faut que je vous montre. Mais vous avez les affiches wanted avec les auteurs et les autrices. Mais c'est vrai que ça a été plutôt une bonne découverte. Il y en a 2 ou 3 qui m'ont vraiment marqué. C'est vrai que celle de La Petite Maison dans la Prairie, nous ne verrons point les Ingalls de la même façon après ça. Mais c'est assez chouette. Et puis moi, le western, c'est un genre que j'aime bien au cinéma. Voilà, ça a été très très popularisé dans les années 60, 70, 80, genre moi, la génération des grands-parents, de mes grands-parents, sont très friands des westerns. Et moi, je sais que ma génération, on en a moins vu à la télé. Sinon, c'est des westerns. Ça reste toujours présent dans le paysage, mais ça a beaucoup moins le même impact qu'il y a quelques années, même si j'apprécie vraiment ça. Et qu'en général, je suis capturée du début jusqu'à la fin. Est-ce peut-être mon côté John Wayne? Je ne sais pas. Mais c'est très chouette. Ensuite, je vais parler de 2 autres plus gros éditeurs. Alors là, on passe sur des... En fait, c'est soit des jeunes maisons d'édition, mais qui ont vraiment bien marché, voilà, qui fonctionnent bien. La première, c'est Léa, avec qui je suis en partenariat depuis 2 ans maintenant. Le temps passe vite. Alors Léa, c'est un indépendant, mais c'est un indépendant qui publie soit des auteurs français, mais surtout qui traduit des textes étrangers, d'auteurs de fantasy adultes qu'on attend beaucoup. Alors ils ont publié aussi des récits de young adultes comme Three Dark Crowns, mais on s'attend quand même à ce qu'ils axent plus sur de l'imaginaire adulte. Je vous ai pris la saga Islington parce que c'est pas forcément celle que j'apprécie, mais c'est celle que je présente le moins. Donc c'est pour ça, j'aurais pu vous reparler de Poupou, de Poudre Mage, de L'Ombre des Dieux, voilà, de John Gwynne, mais il publie surtout des grands noms de l'imaginaire américain qui sont de l'adulte, donc ils se retrouvent pas chez De Saxus et compagnie. Donc L'Ombre du Savoir Perdu, c'est la trilogie Licanus. C'est Alors, le problème c'est que Licanus, pour des soucis éditoriaux qu'il ne contrôle pas, les traductions sont assez lentes entre les 2 tomes, donc j'ai tendance à oublier pas mal de choses à chaque fois, donc il faut que je relise les résumés. Mais donc c'est Davian, et Davian en fait il va dans cette école des talentés et il est super stressé parce que le jour de l'épreuve un peu nécessaire, il sait toujours pas contrôler ses dons, mais vous doutez bien que le mec est hyper puissant et que ça va lui poser des problèmes et devoir fuir. Et au moment où il fuit son école, genre le lendemain, tous les élèves sont massacrés. Alors je vous dis, c'est de la fantaisie adulte. Il y a juste une amie à lui qui arrive à survivre et on suit ses aventures aussi. Mais ça va être la réunion de plusieurs personnages qui vont partir pour une quête qui va casser un petit peu les clichés. En fait, ce qui est très drôle avec cet univers-ci, c'est que ça reprend beaucoup de clichés de young adulte à certains moments. Et ça en même temps, c'est dans un univers adulte, donc c'est un peu bizarre. Comme je vous dis, c'est pas ma saga préférée. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui aiment ça. Moi, le problème, c'est que je suis rarement surpris par ce livre-ci. Mais c'est vrai que Léa, c'est l'éditeur Erickson et ce genre de choses, est une des maisons d'édition qui publie les auteurs américains les plus importants, en fait, de ces 10 dernières années. Et c'est super chouette qu'on ait accès à ça, pour les gens qui lisent pas en anglais. Voilà, ça permet d'avoir un accès à un type de littérature qui nous était un petit peu privé, ou du moins qui nous est moins proposé par des éditeurs qui ont changé par exemple de catalogue éditoriaux. Et c'est vrai que ici on va apprendre En fait c'est un roman qui s'assombrit avec le temps, qui s'éspécie en fonction des tomes, c'est une trilogie.
On attend le tome 3 pour 2024, je crois, potentiellement. Donc j'ai hâte d'avoir la fin et de savoir un petit peu comment ça va se conclure. Personnage féminin qui était très sympa dans le texte. Bref, c'est un livre qui est vraiment un personnage où on va découvrir vraiment chacun ses petites particularités, d'autres qui évoluent vachement, qu'on va aimer un moment, qu'on va détester d'un autre. Et puis voilà, il y a toutes ces choses avec les augures, ces gens qui étaient considérés quasiment comme des dieux et qui vont être chassés, et c'est talenté en fonction de quel talent t'as, ça te pose des problèmes. Et là, en plus, il y a des objets ou des quêtes qui font que ça se complexifie. Mais si vous aimez la fantasy un peu classique, à quête, à compagnon, à aventure, ça fait un peu fantasy à papa, je trouve, avec cette dose un peu de clichés qui sont parfois sympas de retrouver dans les ouvrages. Faut juste que ça soit un peu mesuré. Mais tu vois, c'est un succès international, hein. Le bouquin s'est vendu quand même à 400 000 exemplaires. Et voilà, c'est de la bonne fantasy à beaucoup de world building. Voilà, vraiment, c'est un univers qui est très riche. Voilà, on oublie Islington à chaque fois, mais c'était plutôt sympa, même si c'est un bouquin, quand je le lis, moi personnellement, j'ai toujours l'impression pas de ramer parce que c'est difficile, mais j'ai toujours l'impression que c'est assez lent. Et je suis pas celle qui apprécie plus l'univers. Je pense que vous trouverez des chroniques bien plus dithyrambiques là-dessus, mais c'est vrai que il y a des partis pris dans le livre et avec l'évolution qui sont très chouettes pour ça. Par contre, pour la suite, il va falloir que Léa me fasse un résumé parce que j'ai oublié beaucoup trop de choses. Voilà, pour me souvenir pour le coup. Et enfin, je vous présente une de mes maisons d'édition préférées d'Imaginaire actuellement. J'ai beaucoup de choses de leur catalogue. Je dirais que j'ai plus de 50% de leur catalogue, ce qui est quand même rare pour ma part. Et parce que je suis des éditeurs, mais j'aime bien chercher un petit peu partout. Et c'est une maison d'édition qui se situe à Rennes, qui est portée par un auteur qui s'appelle Xavier Dolo et qui met en avant des auteurs. Alors, c'est un peu particulier, c'est des auteurs français, mais il y a aussi de la traduction, notamment des prix comme Un étranger en Londres. Mais c'est surtout des éditeurs qui publient des auteurs qu'ils connaissent. C'est-à-dire que tu peux pas être publié chez Argile si tu n'as pas des liens. En général, Argile publie des auteurs qui ont déjà eu un petit succès chez d'autres éditeurs. Par exemple, Florian Soulas vient de sortir un nouveau texte qui est de la SF, et c'est pour ça que j'ai pas osé me le prendre, parce que c'est pas trop mon genre de prédilection. La plupart des livres que j'ai lus d'eux ont été des très très bonnes lectures, voire des coups de cœur. Ils ont quand même publié Le Chien du Forgeron et Camille le Boulanger, dont j'adore les textes. J'ai envie de choisir ce texte pour deux raisons, parce que pour rendre déjà hommage à l'autrice qui nous a quittés malheureusement avant la sortie de ce texte-ci, et parce que c'est un des derniers que j'ai lu et que c'est pas celui que j'ai mis forcément le plus en avant sur la chaîne. C'est une réinterprétation du mythe de Lusignan, de Mélusine. C'est-à-dire qu'on va suivre un homme qui vit au fin fond de la forêt, plutôt dans les montagnes, qui va être interrogé par des policiers, du genre des gens qui enquêtent, parce qu'il y a une femme qui a disparu. Et cette femme, en plus, il la connaît. Et on va apprendre peu à peu que cet homme n'est pas forcément un homme, et que tout est lié aux univers de Changelin et de Fée, et notamment du mythe de Lusignan, mythe de Mélusine. Alors le petit problème avec ce livre-ci, c'est que si comme moi vous avez passé un semestre à lire en long, en large et en travers les récits mélusiniens, c'est un peu de la redite, voilà, mais sinon le texte est très très chouette, parce que déjà vous allez apprendre une légende française qui est genre le château de Lézignan, il existe encore, mais surtout vous allez apprendre une légende française, genre la figure de la fée, et il y a beaucoup beaucoup de références à l'écriture autour de la faillerie médiévaliste. Vraiment, pour les gens qui aiment ça, vous allez voir, c'est vraiment un kiff. Et au-delà de ça, il y a une histoire en parallèle avec cet homme bourru il y a aussi une dénonciation. Alors, moi, ça m'avait un peu choqué dans le texte parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont très sexistes. On sait que c'est une dénonciation, mais des fois, c'est hyper violent, et de dire des choses comme ça, moi, ça me brusque un peu. Mais, Freya, est-ce qu'on fait ses pattes sur la compta? Tu peux faire la compta si tu veux, ça m'arrangerait. J'ai pas envie de la faire demain, tu vois. On fait pas ses pattes sur la compta. Et on fait pas de câlin et de Edwige non plus. Il n'y a points autorisés, il n'y a que moi. Mais ici, vous allez découvrir le passé d'un homme de son enfance jusqu'à l'âge adulte, qui a passé par des épreuves de la vie qui sont très très difficiles. Et au-delà de ça, ça va parler des relations familiales, un petit peu des relations humaines, et on va apprendre tout son... Voilà, il y a de l'action, et en même temps il y a de la légende. Vraiment, c'est un melting pot de pas mal de choses. Mais j'avais envie de le mettre en avant parce que c'est une autrice qui était importante
paysage français, et c'est toujours déchirant de voir des gens qui partent comme ça si jeunes, et j'avais envie de lui rendre un petit peu hommage dans cette vidéo, et surtout d'aussi rendre hommage à Argile, qui est une maison d'édition dont j'apprécie énormément le travail, et que j'aime beaucoup la charte graphique aussi. Je trouve que Argile ont des... Alors les livres sont à... Celui-ci est à 22,90 €, les livres sont pas trop chers. J'ai eu un commentaire très récemment sur quelqu'un qui se plaignait des frais de port de Argile, en disant qu'ils faisaient payer leurs frais de port 7 ou 8 €. C'est parce que ça coûte 7 ou 8 € de vous envoyer un livre par la poste. Voilà, je tiens juste à le rappeler. Et que des maisons d'édition indépendantes ne peuvent pas mettre 7 ou 8 € de leur budget dans juste l'envoi de leur bouquin. Sachant que quand tu as des prix qui sont corrects comme ceci, au vu de l'impression, et là en plus c'est de l'impression française, donc on soutient, c'est important, et je suis sûre que vous allez trouver chaussures à votre pied, parce que c'est des textes qui sont très bien choisis. En fait, Argile, ce que j'aime bien, c'est qu'ils vont vous proposer ce que vous attendiez pas. Voilà. Genre, personne ne s'attendait à lire un texte du type Le chien du forgeron, Utopia non plus, genre l'utopie avec une défense et une critique en même temps du communisme. Tu as des choses comme de la dark fantasy, type Dark Soul, avec... ce merveilleux livre d'Anouk Faure. Vraiment, vous n'allez pas vous attendre forcément, et moi pour l'instant, à part Un étranger au Londres où j'étais moins convaincue, ça a été plutôt une très bonne réussite. Donc je vous les conseille. Sur ce, n'hésitez pas à recommander d'autres éditeurs. Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres éditeurs que je n'ai pas cités parce que il y en a trop. Voilà, j'en ai trop dans ma bibliothèque. Il faut dire aussi que je me suis rendu compte, et je suis contente de moi, que j'achète quand même pas mal chez les indépendants, et ça fait plaisir. Et sur ce, n'hésitez pas à les soutenir, c'est hyper important pour soutenir le milieu éditorial. La libre pensée est souvent un type de publication bien plus respectueux, soit de l'environnement ou même de ses employés. Et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.